Alors, je voudrais repositionner la pensée symbolique par rapport aux autres aux autres voies de connaissance. Alors, je suis obligé de le faire très rapidement, mais disons qu'il y a 4 grands piliers sur lesquels notre réalité va s'appuyer. On a évidemment le monde de la substance. On a le monde de la substance, hein, c'est la matière, c'est le corps, c'est les atomes, c'est tout ce qui est matériel. On a le monde de la relation. Donc jusque-là, c'est un deuxième point important, évidemment, parce qu'on se nourrit bien sûr de pain, mais on se nourrit aussi de relations. Puis on va se nourrir d'un troisième point important, qui est le sens, qui est l'information, qui est la signification. Vous voyez que le mot information, informer, c'est ce qui est dans la forme. Donc dès qu'on a une forme, on a une information. Dès qu'on voit qu'on a une forme et qu'on a une information, on est dans le symbolisme. Parce que le symbole, c'est voir le sens qui transparaît à travers les formes, qui transparaît derrière les formes. Et puis le troisième point, bien sûr, c'est la partie. Et nous, on va dire que c'est l'individu. Donc on est à la fois des parties séparées, vous, moi, mais on est en même temps en relation, évidemment. On a une certaine substance, une certaine qualité de matière, qui est notre corps, et on est porteur d'un sens, porteur, ce que j'appelle en général un mythe fondateur, ou plusieurs mythes fondateurs qui va nous animer et qui va nous mettre en mouvement. Donc si on regarde ces 4 quadrants, on voit qu'au fond qu'il y a 4 voies de connaissance, et que pour avoir une connaissance globale et synthétique, il s'agit de se placer au centre du système. Alors je vous les donne très rapidement parce que ce serait l'objet d'une autre conférence, mais on a le monde scientifique ou analytique qui s'occupe de prendre des substances et d'en analyser les parties. Donc ça, c'est le champ de la science traditionnelle, la science cartésienne. Qu'est-ce qui va étudier le champ des substances en relation? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la systémique. Alors, un auteur comme Edgar Morin, par exemple, a beaucoup développé ce monde-là. La systémique, elle dit au fond, je suis façonné par mon environnement. Et un jour, une jeune femme me disait, si vous me donnez un enfant, j'en ferai un petit Mozart. Donc elle était dans cette logique marxiste de l'importance de la relation de l'environnement, en disant, c'est l'environnement qui nous façonne et qui nous construit. C'est facile de se rendre compte, hein, si vous êtes, que vous êtes avec vos enfants, dans votre vie professionnelle ou dans une fête foraine, par exemple, vous n'allez pas être la même personne. Donc l'environnement va évidemment faire émerger certaines choses en vous et d'autres environnements vont l'étouffer, ces choses-là. Alors ça, c'est du connu, hein. Le monde scientifique est connu, le monde systémique commence à être connu. Il reste 2 voies de connaissance. Le monde symbolique, dont on va parler ce soir. Alors que fait le monde symbolique? Il va mettre en relation des significations, il va mettre en relation des sens, des schémas sémantiques, si vous voulez. Donc c'est dans ce monde-là que l'on va naviguer ce soir. Quelle est la géographie du monde du sens qui nous habite, qui nous meut, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne un sens à notre existence? Et puis la 4e voie de connaissance, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche chamanique ou opérative, c'est-à-dire le sens qui transforme la partie. C'est-à-dire lorsqu'on se connecte directement à une information, une signification, elle va nous transformer. C'est le sens profond de la connaissance. Connaissance vient d'un mot, son étymologie c'est connaître. Donc connaissance veut dire étymologiquement naître avec. Donc toute connaissance devrait nous amener vers une nouvelle naissance. Donc là on est dans une logique de perception directe du sens, exactement ce que font les chamans quand ils vont, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quand ils vont contacter une plante, ils vivent la vie de la plante. Et je vous assure que, pour l'avoir vécu, que vivre la vie d'une plante et voir une plante sous l'objectif du microscope, c'est pas du tout la même chose. Donc 4 voies de connaissance, une connaissance objective, une connaissance systémique liée on va dire, au schéma de relation entre les existants, une connaissance du sens et une connaissance par l'expérience.
idéalement, chaque sujet, chaque objet, chaque thèse, chaque question, chaque objet d'étude devrait être interrogé selon ces 4 directions pour avoir une vision globale. Juste un exemple trivial. Prenez une tasse de café. Vous pouvez analyser sa composition, approche scientifique. Taux de caféine, électronégativité, couleur, densité du noir, etc. Volume, température, que sais-je encore. Mais si vous avez une tasse de café, deuxième quadrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en regardant votre tasse, vous avez conscience qu'il y a tout un monde derrière, qu'il y a tout un univers derrière. Car en fait, qui a moulu le café? Qui a planté le café? Sur quel terrain ça s'est fait? Quelle voie de transport a été nécessaire pour l'amener jusque dans votre tasse? Quels sont les gens qui l'ont ramassé? On peut remonter jusqu'à l'origine du monde en partir d'une tasse de café. Donc tout le champ relationnel qui a permis que cet objet soit là. Et vous voyez que l'intérêt de la systémique, ça vous met déjà en relation avec l'ensemble de l'univers, l'ensemble du monde. Au lieu de dire, voilà, ma tasse, je bois tout seul, en tant qu'individu, ma tasse à la sortie du distributeur. Donc cette connaissance-là, cette conscience-là va déjà nous relier à l'ensemble du réel. Et puis on peut avoir une approche symbolique de la tasse de café. Le noir, c'est l'œuvre au noir. Qu'est-ce que je fais en absorbant du noir? Est-ce que je reconnais et accepte de transformer mes propres ombres, etc. Donc on ne va pas faire l'analyse symbolique du café ici. Mais voyez que dès qu'on pose un acte, on matérialise du sens. Et puis, la 4e voie de connaissance, comment connaître le café, c'est le boire. Donc c'est faire l'expérience du café, faire l'expérience de la chose. Donc vous voyez qu'on peut analyser évidemment une chose aussi simple qu'une tasse de café à partir de ces quatre approches. Donc ce que je vous invite évidemment, on va explorer ce soir le 3e quadrant, c'est-à-dire le monde du sens qui est véhiculé par les symboles. Vous allez me dire, c'est quoi un symbole? Je ne sais pas si vous allez me le dire, mais voilà, merci. C'est le langage de la nature et de l'inconscient. C'est un langage muet, bien évidemment, mais il va nous dire des choses à travers les rêves. Les rêves, donc c'est le langage de l'inconscient. Les rêves vont nous dire des choses à travers les images. Le symbole, évidemment, parle beaucoup par image, mais aussi des sonorités, les notes de musique, les formes, et les mouvements. Donc tout ça, ce qu'on a l'habitude de dire, voilà, c'est juste des événements qui arrivent, mais ces événements sont porteurs de sens. Juste un exemple, le fait de porter une cravate, la manière de s'habiller, c'est Roland Barthes qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'habillement, hein, la manière de s'habiller est significative, bien évidemment, de la psychologie que l'on porte en soi et de la classe sociale, à l'époque où il y avait des classes sociales, à laquelle on appartient. Il a montré en gros qu'il y avait 3 types d'habillement, un négligé sportif et l'habillement du dimanche, c'est-à-dire costume-cravate, qui correspondent bien sûr à 3 psychologies, et qui correspondent aux 3 fonctions du Mésil, c'est-à-dire la fonction de production négligée, la fonction sportive, c'est la fonction guerrière, et la fonction de souveraineté, c'est costume-cravate. Entre parenthèses, la cravate, c'est simplement comment je vais vous le formuler? C'est la soumission volontaire au système, puisque c'est une espèce de laisse, en réalité, qu'on se met autour du cou, et qui signe notre adhésion volontaire au système dans lequel on est intégré. On peut travailler sur les couleurs, on peut travailler sur les formes, etc. Donc juste pour vous dire que chaque existant, chaque événement qui nous arrive, parle pour nous, parle à travers nous, pour dire des choses que l'on ne veut pas forcément dire consciemment. Alors on est au-delà ici simplement de la psychologie, on est dans le fait qu'il existe une géographie du monde du sens. Et que le monde symbolique est là pour nous décrire la géographie du monde du sens, dans lequel on est un petit fil de laine sur le grand tapis cosmique. Juste une métaphore, mais pour bien faire comprendre les choses.
vous avez dans le monde symbolique, vous avez les symboles. Vous avez, alors les symboles, c'est l'équivalent des lettres dans une phrase. Donc les symboles, ils vont dire un élément de sens. Mais dans les mondes mythologiques, vous avez les dieux. Les dieux, c'est l'équivalent des mots. C'est-à-dire les dieux, c'est des symboles qui sont agrégés. Vous savez, Mercure a le caducée, il a les ailettes au talon, il a le casque, etc. Donc c'est un ensemble de symboles qui sont agrégés, qui vont former un sens complet. Et puis ces dieux, il va leur arriver des aventures, ça s'appelle les mythes. Et les mythes, c'est l'équivalent de la phrase. Un mythe, c'est quoi? C'est simplement des dieux qui ont décidé de vivre leur vie ensemble et de raconter une histoire. Donc, c'est comme si nous, dans notre langage de mots, on parlait d'une phrase. Et puis, vous avez le corpus mythologique, qui est en fait un livre, le grand livre du monde du sens. Donc, c'est ça que je vous propose d'explorer ce soir. Non pas le grand livre, mais simplement une de ces phrases, un de ces mythes, à travers le mythe de Narcisse.